rapidement, Bettina Dio est docteur en littérature et civilisation française. Dans sa thèse intitulée Le rap français, désir et effet d'inscription littéraire a été tenue sous la direction de Bruno Blankmann en 2012. Et donc elle a notamment étudié les liens du rap français avec la littérature. Et elle est également membre associé de l'équipe de recherche CERAC de l'unité écriture de la modernité, littérature et sciences humaines à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. J'enseigne également en tant que chargée de cours. Et elle a publié donc 2 articles, donc Mort au bâche, mort au keuf, et publié dans la revue Fiction numéro 5 en 2012, et puis un autre article, La question de la littérature dans le rap français, dans la revue Transition en 2011. Merci beaucoup. Bon, je tiens à remercier les organisatrices de ce colloque de m'avoir invité, malheureusement de m'avoir accepté ma proposition de communication. Malheureusement, je n'ai pas pu assister hier, donc voilà, j'ai vu qu'il y avait des communications très intéressantes que je n'ai pas pu écouter, malheureusement, mais bon, aujourd'hui, je suis là. Alors, justement, la communication que je vais présenter aujourd'hui, elle est issue de ma thèse de doctorat, donc j'ai abordé les liens entre le rap français et la littérature française notamment. Donc, je me focaliserai ici, dans cette communication, sur les motifs de la banlieue dans le rap français, pour montrer comment l'approche sociologique est insuffisante pour apprendre un morceau de rap, qui exige également pour son étude des outils de l'analyse littéraire. Donc, la banlieue populaire est sans aucun doute l'un des liens communs du lieu commun du rap français. On la retrouve dans ses composantes textuelles, graphiques, par exemple dans les pochettes des disques, visuelles, les clips vidéo, scéniques, par exemple dans les concerts, quand un rappeur fait appel à tel nom d'un quartier. Alors, en dépit de ces 30 ans d'existence, le rap français traite toujours de la banlieue populaire, avec une remarquable uniformité, qui est pourtant loin d'offrir une copie conforme de la réalité. Un ensemble de termes et d'images revient régulièrement dans les textes et dans les composantes extratextuelles. Je propose donc ici d'observer quelques aspects du comment le rap traite de la banlieue. Je vais citer au fur et à mesure des morceaux, des petits extraits de morceaux de rap issus d'un corpus très varié et d'un corpus de textes depuis les années 90 jusqu'à l'actualité. Donc, dans un premier temps, je proposerai de m'arrêter sur l'un de ces termes qui reviennent le plus souvent dans le rap, presque systématiquement, pour évoquer la banlieue, qui est le terme ghetto, et que sa seule présence justifie l'analyse littéraire des textes de rap. Je vais dire après pourquoi. Je vais ensuite montrer comment les images exploitées par les rap pour représenter la banlieue sont plus ou moins les mêmes que celles que l'on retrouve dans un corpus des romans et des récits contemporains, qui traitent également de la banlieue populaire française. Donc l'usage que le rap français fait du terme ghetto est particulièrement significatif. Comme la banlieue, les quartiers ou tout simplement la cité, ces motifs illustrent également des noms de groupes, des disques, et il revient presque systématiquement dans les textes quand il est question d'évoquer la banlieue. Or, parler des ghettos entre les années 90 et 2000 pour faire référence aux banlieues populaires françaises n'a rien à voir avec une approche socio-urbanistique. La recherche sociologique s'était intéressée à cette question, justement dans les années 90, après les émeutes des banlieues à Lyon, où on parlait d'un risque d'américanisation de la banlieue française. Mais à partir de là, la sociologie insiste sur le fait que malgré que les banlieues françaises soient des sites de relégation, d'exclusion, et que les habitants connaissent nombreuses contraintes économiques et sociales, elles ne sont pas pour autant des ghettos comme ceux qu'on connaît dans la société américaine et ne peuvent surtout pas être comparées à ceux-ci. Donc là, je renvoie aux travaux notamment du sociologue Loïc Vacan et aussi du géographe et sociologue Vieillard-Barrault. Mais le terme ghetto enferme à lui tout seul un imaginaire de la non-intégration, de l'exclusion socio-économique et raciale, de l'absence de politique publique de l'État, tout comme de la violence urbaine extrême. Ainsi, il s'adresse moins à une réalité concrète qu'à un imaginaire symbolique. Donc, je vais juste citer un petit passage d'un morceau de rap. C'est un morceau du groupe Idéal J des années 95 qui s'intitule justement « Les ghettos français ». Donc, je cite «
Viens vivre au milieu d'une cité, viens vivre au milieu du ghetto français, immeuble délabré ou soi-disant rénové, les choses ne changent pas, la tension est toujours là, on modifie la forme mais dans les fonds, quels sont les résultats? Les halles sont toujours remplies de dealers, de péchis, les rues des scooters volés et des mauvais esprits la nuit. Si la plupart des jeunes tournent mal, c'est qu'ils ne savent plus la différence entre les biens et les mal. Principale cause s'impose, la misère. Tu veux vérifier, enfoiré, viens vivre au milieu d'une cité. Nous voyons alors comment c'est qu'une étude sociologique urbanistique ne serait, dans les cas d'une étude sociologique, ne serait pas correcte de dire les banlieues françaises sont des ghettos à l'américaine. La représentation symbolique peut se les permettre. Et c'est ce qui fait finalement le rap. Je peux citer encore de nombreux exemples de l'emploi de ce terme ghetto au fil des années, depuis les années 90 jusqu'à des morceaux de rap beaucoup plus actuels. Par exemple, les groupes de Strasbourg, l'ancien groupe de Strasbourg, NAP, qui est sorti à Dalmalik, ses référents aux émeutes de cité de Strasbourg affirment les ghettos pleurent. Les rappeurs Booba, en faisant référence aux banlieues françaises, dit célébrons avec 10 ans de retard au moins. Les groupes La Rumeur et se demandent par rapport à la durée des problèmes de banlieue, jusqu'à quand, combien de temps, les ghettos restera aussi patient. Et voilà, le rapport Kerry James aussi, pour indiquer son lien qui vient de la banlieue, il dit « J'ai les ghettos tatoués dans la peau ». Alors, c'est alors à partir de cet usage du terme ghetto qu'il me semble important de poser la question de la forme que prend la représentation de la banlieue dans le rap français. Car elle n'a pas vocation à être vraie littéralement, mais elle est réalisée par la mobilisation d'un certain nombre de figures et de démarches stylistiques. Ainsi, la banlieue, dont parle le rap, ne peut pas être interprétée à la seule lumière des travaux sociologiques. Elle ne prend tout son sens que dans les sphères du métaphorique et du symbolique. Alors, je propose par la suite d'observer quelques-unes des figures et stratégies discursives de la représentation de la banlieue. Nous verrons comment elles sont plus ou moins les mêmes que celles qui mobilisent la littérature française contemporaine, qui parle également de la banlieue populaire. Donc, par exemple, des textes de François Bon, de Jean Roland, de Didier Denex, de Lydie Salveri, mais aussi la production littéraire des jeunes issus de l'immigration et des quartiers populaires, apparue depuis les années 90, traite de la banlieue d'une façon presque identique à celle qu'on retrouve dans le rap français. Alors, ce que ces textes montrent de la banlieue est la même chose, plus ou moins que le rap. La banlieue populaire apparaît en tant qu'espace déterminé par les décors donnés par les grands ensembles, par l'architecture qui aurait oublié sa fonction première, c'est-à-dire celle de l'habitat. Il montre ainsi la laideur de la cité HLM par la monotonie de ses formes architecturales et ses matières, la décrépitude et l'insalubrité de ces sites, l'inconfort du cadre de vie, les sentiments de claustration qu'elle dégage, et les quotidiens des habitants toujours rythmés par les bruits, les descentes de police, les voitures brûlées. Des facteurs qui métaphoriquement sous-entendent les mal-être des gens dans ces cadres de vie. Par exemple, un morceau du groupe de rap NPM évoque les banlieues comme un pourrissoir, dont je cite « T'as vu, les Français se bouchent les nez face à l'urgence qui émane du pourrissoir qui sont les banlieues autour des bananes. » Cette formule, nous la retrouvons presque identique dans les romans de Lydie Salveri, Les Belles âmes, que c'est un récit d'un tour touristique dans toute l'Europe pour visiter les banlieues les plus reléguées de l'Europe, dont je cite les Belles âmes. En effectuant ces voyages dans les pourrissoirs de l'Europe, vous avez opté courageusement par une descente vers la mer. Donc des textes qui sont presque contemporains. Les morceaux d'NTM, c'est de 98 et les textes de Lydie Salveri en 2001. À croire que c'est elle qui s'est inspirée, qui a copié cette phrase d'NTM. Un morceau du groupe Ayam, Léman, compare la cité à une poubelle et insiste sur son insalubrité, dont je cite « J'ai commencé ma ville dans les poubelles, dans un quartier décramé où les blattes craquent sur tes semelles. » Un texte du groupe La Rumeur parle également de nos quartiers qui forment les poubelles de France. Des images que nous retrouvons par exemple dans des récits de jeunes auteurs issus de la banlieue, comme par exemple dans Banlieue noire des Tontériens, qui dit
décrit son quartier, je cite, les immeubles sont pourris et crasseux, carreaux cassés, draps en guise de portes, cafards sur nos repas. Dans Cité à comparaître le roman de Karim Amellal, je cite, tout ce que je sais, c'est que j'ai grandi avec les cafards, mes frères d'aider. Pareil, par exemple, dans la nouvelle policière de Didier Danex, Cité perdue, et dans les paroles d'un des policiers qui doit aller enquêter dans la cité, il dit « Rien que d'y penser, j'ai déjà l'odeur pisseuse des ascenseurs dans le nez. » Alors, mais je propose de m'arrêter sur une figure en particulier qui sert à mieux évoquer la banlieue. Il s'agit de la sélection métonymique, c'est-à-dire parler de la banlieue ou de la cité par la matière dont les taux sont construites, à savoir le béton, ou par la couleur associée également à cette matière, les gris. Ainsi, un aspect significatif en particulier sert pour représenter les tout. Tant dans les textes d'arabe comme dans les écritures que je viens d'évoquer, et tous les deux rendent compte de la monotonie des espaces de la banlieue, principalement pour l'évocation des couleurs grises et sombres, ainsi que des matières froides. Les bétons, les macadams et les bitumes sont alors des matières qui décrivent l'univers triste et vertical des banlieues populaires, qui suscitent une certaine angoisse et nient l'humanité des habitants. Un exemple éloquent de ce traitement métonymique est le roman de François Bon, Décor Ciment, dont le titre même renvoie d'un côté à l'espace du cadre de l'intrigue, une tour HLM du nord parisien, et d'un autre côté à l'ambiance sinistre qui règne. L'écriture insiste particulièrement sur la forme de ces espaces, car les tours HLM ont des grosses têtes grises séparées du sol, sont des cubes de moyenne grise ou des piliers de ciment qui portent 20 étages. La ville a une peau de ciment et la banlieue est considérée comme une trouée de bitume et imprégnée dans l'excès de béton. Ses habitants vivent dans un monde de ciment et de pluie. Alors, dans les autres romans, nous retrouvons aussi ces images, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, cette sélection métonymique, c'est-à-dire le fait de parler de la banlieue en parlant du ciment et du béton, a une place centrale dans l'arabe pour décrire les milieux de la cité. Cette démarche métonymique n'est pas seulement présente dans les textes, mais elle a aussi donné suite à de nombreuses figures, comme les bitumes avec une plume, pour parler de l'art de râper, ou les jeunes du macadam pour évoquer les jeunes des quartiers populaires. Par ailleurs, plusieurs albums et textes présentent cette figure de représentation dans les titres mêmes. Donc, je cite quelques titres d'albums: Rose du béton, Rose du bitume, Poésie du bitume, Les bitumes avec une plume, Les bitumes chantent, etc. Alors, la masse froide et grise de ces matériaux évoque de façon éloquente les cités en elles-mêmes et les cadres de vie. Les grands tours HLM, construites massivement dans les quartiers populaires de 1960, cachent la vue de l'horizon et ne laissent aucune place à la beauté des paysages naturels. Cette image métaphorique représente dans l'arabe les manques d'avenir ressentis par ses habitants et tout particulièrement par les jeunes. De cette manière, ces matériaux renvoient amplement à l'aspect pesant de ces lieux, comme un sentiment d'ennui, d'amertume et d'enfermement qu'ils dégagent. Par exemple, un morceau du groupe L'Africa, c'est un groupe qui n'existe plus, mais c'était un groupe des années 90, parle des habitants des banlieues comme, je cite, Caillera, voyous, délinquants, psycho-schizo, parqués dans ces blocs de béton comme des bêtes dans un zoo. Cet énoncé, nous le retrouvons presque identique dans les romans de François Bon, dans les propos de la concierge de la tour. Je cite, « On me logeait ici, on les parque dans des satellites à étages, dans des siècles pour en venir à soucier l'abandon. » Le rapport Roca, aussi un rapport des années 90, évoque les bétons pour parler de la cité en tant qu'espace urbain et en tant que cadre de vie, en dénonçant l'existence de ces sites, car selon lui, sa génération s'élève du béton comme un drapeau. Donc je cite un extrait. « Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque, sors de ton cul-de-sac, du cycle infernal du jeune que les bétons détraquent. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons, je les dédie à ceux que j'aime, dans tous ces bétons, ma génération s'élève du béton comme un drapeau. » Alors, d'autres fois, ces matières accompagnent des métaphores qui insistent sur les malaises urbains et sur les liens du rap et la banlieue, comme dans l'extrait suivant, un extrait aussi du groupe L'Africa.
Je cite, « Issus du tiers-monde, d'autres tombent, où l'orage gronde, je surplombe comme la colombe, l'hécatombe qui tombe, telle une bombe, boum, bam, j'éclame, les drames dans tout Paname, ces fonds qui t'entendent, lève les jeunes du macadam, tout s'enflamme, crame, brûle, mais le béton reste sur place, casse, lasse, menace, angoisse, la masse qui angoisse. » L'expression « les jeunes du macadam » rend compte essentiellement de l'influence du milieu urbain sur les personnes qui habitent. Les habitants, et plus particulièrement les jeunes, seraient d'une certaine façon façonnés par leur environnement. En même temps, le macadam apparaît comme la réalité physique la plus proche, comme l'un des seuls repères de la représentation de l'espace. Il est montré également comme une réalité omniprésente et durable. Ici, le béton représente les caractères durables de ce site, en même temps qu'il renvoie au sentiment de vivre dans un contexte urbain dont la situation semble toujours immuable. Observons en plus l'allitération du dernier vers de cet extrait, dont je la cite à nouveau, « casse, lasse, menace, froisse, la masse qui angoisse », qui réunit des sons à un effet cassant, laquelle peut être interprétée également dans un contexte de cette métaphore qui peut renvoyer l'idée de l'existence martelée tel le béton. Alors, d'autres textes emploient l'image du béton pour évoquer les liens entre les races et l'espace même de la cité ou de la rue. Donc, je cite quelques extraits. Un vers du groupe 113. Peu d'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le béton j'avais transcrit. Et un extrait du groupe La Rumeur. À l'arôme du béton, je colore ce son. Aux accents de plomb, j'entame mes illusions. Alors, voilà, les rappeurs Booba aussi a poussé au plus loin cette métaphore avec son énoncé resté célèbre « Je suis le bitume avec une plume ». Alors, finalement, l'analogie entre l'univers gris des cités HLM, l'horizon caché par les grandes tours et les sentiments de manque d'avenir ressentis par ses habitants compose la matière d'un grand nombre de textes de rap. Sous un grand ciel gris, par exemple, c'est le titre d'un texte du groupe La Clica, raconte une journée dans une cité et insiste encore une fois sur la nuit, la peur, la lassitude et l'angoisse marquées par les gris du ciel en parallèle au gris de l'espace urbain. Donc je cite, « Certains cherchent un lendemain à sortir enfin d'une expulsion qui les serre jusqu'au rang. Des tours à en prendre la tête cache le soleil aux garçons de béton. Sache que sans horizon, je ne retrouve plus d'ambition. » Alors, il y a d'autres aspects qui relient aussi le rap aux écritures que je viens d'évoquer ici, mais je ne vais pas m'y attarder, comme par exemple l'emploi du lexique carcéral pour évoquer les cités HLM et rendre compte du sentiment d'enfermement et d'étouffement des habitants qui se sentent prisonniers des lieux. J'ai voulu montrer par ces exemples comment le rap ne décrit pas littéralement la réalité de la banlieue, mais exploite des figures littéraires qui rapproche son écriture de celle de la fiction. Et je peux même aussi dire qu'au fond, les textes de rap ne font rien que l'écriture romanesque contemporaine n'efface pas. D'ailleurs, même l'écriture des écrivains qui jouissent même d'une véritable légitimité au sein de la littérature française. En plus, cette façon de représenter la banlieue inscrit le rap dans la même tendance de l'écriture contemporaine à aborder les sujets banlieues. Elle présuppose un discours réfléchi sur ces espaces urbains qui sert à dénoncer l'existence de ces sites. Et nous pouvons attribuer au rap ce que, par exemple, Dominique Viard dit à propos des décors ciment. Je cite, « François Bon mentionne la réalité de l'insalubrité et sanctionne les erreurs urbanistiques. Il développe ainsi une réflexion sur l'implantation des cités des banlieues. » Passer par une représentation fictionnelle serait alors une véritable stratégie discursive, comme celle qu'on a reconnue aussi dans Décor Ciment. Représenter n'est pas reproduire, mais visser ce qui est le plus significatif. À l'instar de tous ces écrivains qui représentent la banlieue pour la montrer et ainsi la dénoncer, plusieurs rappeurs assument la même démarche, car le rap invite même à observer les cadres de la banlieue. Comme par exemple dans l'extrait d'Idéalgie, Les ghettos français, nous retrouvons une phrase qui dit « Bien vivre au milieu d'une cité ».
ou dans un texte d'un thème, où le groupe dit « Va faire un tour dans les banlieues et regarde la jeunesse dans tes yeux ». Notons que c'est la même chose qu'il propose le roman Les Belles âmes, que c'était de faire un tour par les banlieues européennes. Le disque du groupe La Clica s'intitule justement « Conçu pour durer », ce qui renvoie au béton et à sa durabilité. Mais aussi ironise les politiques urbanistiques qui avaient conçu ces espaces en principe comme provisoires. Dans la pochette de l'album, les rappeurs posent dans les rues de Paris comme des touristes. Au dos, on les retrouve sur les fonds des cités HLM et l'un d'eux fait un geste de sa main comme invitant à venir voir la banlieue. Les cités sont montrées ici comme les revers de Paris, une ville qui se refuse à trop d'auteurs, des bâtiments, et qui est la capitale la moins haute parmi les grandes villes européennes. En amont, à l'instar d'une écriture fictionnelle contemporaine, les rap dénoncent la banlieue comme géographiquement si proche de Paris et des grandes villes françaises, et pourtant si loin socialement et sociologiquement. Je vous remercie.